Bonjour et bienvenue dans ma bulle de douceur, le podcast qui t'offre un moment de réconfort, d'inspiration dans ton parcours de parentalité. Je suis Océane, accompagnante postnatale et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace où la parole se libère et où l'échange se veut sincère et chaleureux. Dans chaque épisode, nous plongerons ensemble dans des conversations enrichissantes avec des parents, des professionnels de la santé, du bien-être et de la petite enfance, ainsi que des créateurs français et françaises passionnés. Nous aborderons des sujets essentiels liés à la parentalité, des difficultés du quotidien et aux moments de joie et de bonheur. Je souhaite créer ici un véritable cocon où tu pourras trouver du réconfort, des conseils et surtout te sentir accompagné même à distance. Parce que oui, chaque parent mérite d'être entendu, soutenu et accompagné. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi envelopper par cette bulle de douceur. Car ensemble, nous allons explorer la parentalité avec amour, compassion et bienveillance. Merci de me rejoindre dans cette belle aventure et maintenant, laisse-toi emporter par ma bulle de douceur. Bonjour Clémentine et bienvenue du coup sur le podcast, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous, oui ça va très bien et toi ? Oui, très bien, je te remercie. Du coup, on va parler de ton métier qui est ostéopathe. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours en tant qu'ostéopathe ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Clémentine Leroux, j'ai 25 ans et je pratique à Caen. Je suis diplômée de l'Institut d'ostéopathie de Rennes, du coup, en juin 2022. Et j'ai ouvert mon cabinet à Caen en juillet 2022, donc après le diplôme. J'ai eu un remplacement en parallèle de mon cabinet au début, avant de me consacrer entièrement au cabinet, du coup en février 2024. Ok, donc en fait ça fait à peu près 2 ans que tu t'es lancée dans cette activité. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et est-ce qu'il y a eu, en fait c'est depuis toute petite que tu as envie de faire ce métier-là ou ça t'est venu comme ça en découvrant le métier par hasard ? Alors j'ai découvert le métier au salon de l'étudiant à Caen quand j'étais en terminale. J'ai toujours voulu faire un métier relié la santé, le sport, le corps humain. J'étais attirée par médecine au début. Après, le concours, les études, ça me faisait peur. Et finalement, en allant au salon de l'étudiant en terminale, j'ai découvert l'ostéopathie. Et ça m'a tout de suite attirée. Et donc, je suis partie là-dedans directement après le bac. Ouais. Et les études, pour le coup, quand tu les as faites, ça a été plus ou moins difficile pour toi ou ça a été ? Non, c'était c'est des études qui restent difficiles parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais en fait quand on aime, c'est tellement intéressant qu'en fait ça en devient facile. Ouais, en fait quand il y a la passion qui est là, au final ça coule de source quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas du tout le métier d'ostéopathe, parce que pour le coup, moi ça a été le cas, je t'ai rencontré cette année, et c'est en faisant mes petites recherches que j'ai découvert le métier d'ostéopathe. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement l'ostéopathie et en quoi ça consiste et pour qui ? Bon, j'avoue, ça fait beaucoup de questions, mais est-ce que tu arrives un petit peu à t'y retrouver ? Ouais, alors l'ostéopathie du coup, c'est une thérapie manuelle. C'est reconnu seulement depuis 2002 en France. Okay. Donc c'est une thérapie où on va essayer de relâcher les tensions et de redonner de la mobilité aux structures qui ont pu en perdre. On s'intéresse à l'ensemble du corps. On dit souvent qu'on voit le corps dans sa globalité et du coup on se base sur l'anatomie, la biomécanique, la physiologie pour essayer de comprendre en fait pourquoi telle ou telle structure s'est retrouvée en manque de mobilité ou bloqué, on peut dire, par plusieurs techniques différentes. Donc il y a forcément les techniques où ça craque, c'est celles qui souvent auxquelles on pense le plus quand on pense à l'ostéopathie. On a aussi plein d'autres techniques en utilisant donc les muscles. On travaille aussi sur le digestif, sur le crâne, sur un peu tous les tissus. D'accord. Donc voilà. Et pour qui pour tout le monde en fait, du jusqu'à la personne âgée, en passant par la femme enceinte, pour le sportif. Tout le monde peut consulter un ostéopathe. C'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois, c'est des métiers qu'on aborde peu. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Le fait d'apprendre à connaître ce métier-là, en quoi ça consiste et de se dire en fait que c'est plutôt général et global au niveau du corps humain. En fait, on se dit quand on vient te voir, c'est que principalement on peut avoir des blocages
comme tu as pu expliquer au niveau du dos ou au niveau du corps. Enfin, je pense que principalement c'est le dos, non ? Oui, c'est souvent le dos. En fait, c'est souvent des blocages ou des douleurs qui proviennent d'autres zones du corps. C'est pas parce qu'on a mal, par exemple, au bas du dos que le blocage vient forcément du bas du dos. Des fois, ça peut être aussi une tension digestive qui va venir faire la douleur au niveau du dos. Généralement, on se rend pas compte de toutes les tensions, tous les petits blocages qu'on peut avoir. Ça a une incidence sur tout l'ensemble du corps, en fait, pas que sur la zone qu'on ressent douloureuse. Ouais, en fait, ça peut être aussi interne et parfois il nous faut plusieurs rendez-vous pour savoir un petit peu où est située principalement la douleur. En fait, c'est ce que tu me disais, on travaille vraiment une chose à la fois en y allant progressivement finalement, c'est ça ? En une séance, on arrive quand même à travailler pas mal de choses. Ouais. Alors après, ça varie selon les ostéopathes, selon leur façon de travailler. Généralement, en une séance, on arrive à soulager quand même le problème. Pour certains cas, on peut revoir la personne une deuxième fois. Mais voilà, ça reste quand même un nombre de séances qui est limité par rapport, par exemple, aux kinés qui, eux, vont avoir besoin de voir plusieurs fois leurs patients sur une plus longue période. En ostéopathie, une séance, généralement, ça suffit pour soulager la personne déjà. On vous compare souvent aux kinésithérapeutes. Ouais, kinésithérapeutes. Ouais. Souvent, oui, on est comparé à eux parce que les gens connaissent pas encore trop l'ostéopathie et que beaucoup de gens en fait vont chez le kiné et que les médecins renvoient aussi beaucoup chez le kiné aujourd'hui. Et on a des pratiques qui sont quand même assez différentes. On va pas chez le kiné pour les mêmes motifs que l'ostéo. C'est assez différent dans la pratique et dans la prescription du coup des séances. Alors du coup, comme j'avais pu t'évoquer, et principalement dans ce que j'aborde dans mon podcast, c'est la parentalité, donc ce qui touche aux parents et aux enfants. Et est-ce que tu peux nous indiquer les principaux types de problèmes que tu rencontres justement chez les enfants pour les aider à les soulager ? Ouais, alors ça va être différent selon les âges. Donc par exemple chez les nourrissons, en motif de consultation, on retrouve principalement les déformations crâniennes et les problèmes liés au système digestif, donc il y a les coliques, les remontées acides. On retrouve aussi de temps en temps les problèmes de tétée, donc de prise au sein, qui peuvent être liés à des problèmes de frein de langue ou au niveau du palais. Donc ça aussi on peut aider à soulager. Après chez les enfants en bas âge, on va plutôt retrouver les otites et puis divers douleurs ou problèmes liés à la marche. Et après, pendant l'adolescence, puisque dire que l'adolescence c'est encore la période d'enfance, on va dire, Ouais. On commence à avoir des douleurs de dos, de nuque, de maux de tête qui sont plus liées à la croissance. Ouais, donc franchement c'est hyper riche. En fait, tout l'accompagnement que tu proposes auprès des enfants, en fait, finalement ça peut aller nourrissons, enfants, adolescents et ensuite enchaîner avec les adultes et c'est vraiment hyper bien. Et pour le coup, tu vois, quand les parents viennent te rencontrer dans ton cabinet, est-ce que avant tout il leur faut une ordonnance du médecin ou ils peuvent venir sans ordonnance ? Non, du tout. Il n'y a pas de besoin d'ordonnance pour consulter un ostéopathe. Après, des fois, il y a des parents qui viennent chez l'ostéopathe parce que la sage-femme ou le pédiatre ou le médecin leur a conseillé de venir. Mais il n'y a pas besoin du tout d'ordonnance ou de papier ou quoi que ce soit pour venir. C'est une thérapie, on va dire, de première intention. Donc, on peut venir comme ça, sans ordonnance. Ouais, c'est vrai que c'est bien de savoir ça parce que tu vois, ça se trouve, il y a de nombreux parents qui hésitent à sauter le pas et ça se trouve qu'ils savent pas et peut-être en ayant cette information, ça pourra probablement, je pense, les rassurer. Bien sûr. Et pour les femmes, tu vois, durant la grossesse ou en postpartum, comment toi tu les accompagnes quand elles viennent te voir, c'est pour quelle problématique en particulier ? Alors, les femmes enceintes, il y a pas mal de problématiques au niveau du dos, donc la fameuse sciatique. Ouais. Ça, pareil, on peut pas mal les aider. Des fois, on fait en complément aussi de la kiné, pour soulager au niveau du dos. En fait, chez la femme enceinte, il y a une modification qui est quand même importante au niveau de la posture, du centre de gravité. Mais on a aussi des modifications au niveau des tissus, au niveau du mode de vie aussi, avec l'arrêt du sport ou l'arrêt du travail. Et puis, avec la fatigue qui est plus intense. Le but, c'est d'aider le corps à s'adapter au mieux possible à ces nouveaux changements. Donc, on va souvent travailler tout ce qui est bassin, hanche, le dos, mais aussi la respiration et le système digestif, qui est souvent du coup concerné par des constipations. Aussi y avoir des infections urinaires pendant la grossesse. Ça peut jouer aussi sur le système digestif. Donc, il y a pas mal de choses à travailler chez la femme enceinte qui peuvent la soulager. On peut préparer entre guillemets aussi un peu à l'accouchement en relâchant les zones qui vont pas mal être sollicitées
pendant l'accouchement, donc ce que je disais, les hanches, le bassin, le pubis aussi. Et après la grossesse, on va aider justement, pareil, encore une fois, le corps à se réadapter du coup au postpartum. Donc pareil, ça passe par relâcher les zones qui ont été très sollicitées. Des fois, il y a des zones, par exemple le coccyx, qui peuvent avoir été un petit peu sursollicitées, inflammées après l'accouchement. Donc voilà, on travaille, pour le coup, on travaille vraiment sur l'ensemble du corps. Et en postpartum, ça fait vraiment du bien aussi à la femme enceinte. C'est important de lui laisser le temps aussi, avant de consulter un ostéopathe, de laisser le temps au corps de se remettre quand même de l'accouchement. Donc, faut pas venir trop vite non plus. Mais ça peut aider pour les douleurs résiduelles ou pour aider le corps à retrouver un petit peu son équilibre et se réadapter. Mais justement, quand les femmes elles viennent juste d'accoucher, en fait, quel est le laps de temps qu'elles peuvent attendre avant de te rencontrer et de te voir durant le postpartum? Ça, il n'y a pas de temps défini. Je pense que ça dépend vraiment de la femme, de son accouchement, de comment elle s'en remet, de la perte de poids aussi après l'accouchement, parce que ça joue beaucoup. Je pense que c'est très dépendant selon la femme. Je pense que c'est vraiment ressenti. Femme qui vient d'accoucher, elle se sent moins fatiguée et prête à consulter. Je pense que c'est le moment. Il n'y a pas de temps défini. Ouais, en fait, ça va être vraiment en fonction de son état général, de comment elle se sent. Et en fait, si elle se sent prête à vraiment à venir te consulter. Et voilà, en fait, il faut vraiment que son corps aussi soit OK, que elle se sente OK pour se dire, bon, bah là, c'est bon, je peux prendre rendez-vous, vu que je me sens bien et que mon corps en ressent le besoin aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Faut lui laisser le temps, de récupérer. Il y a des femmes qui vont être en pleine forme une semaine après l'accouchement, qui vont retrouver leur corps, qui vont être à l'aise. Il y en a d'autres, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Elles n'ont pas forcément envie, des fois, après l'accouchement, de se remettre en sous-vêtements et de se refaire manipuler. Donc, faut laisser le temps au corps, à l'esprit de récupérer. Et puis, quand elles se sentent prêtes, venir consulter. Ouais, en fait, c'est ça. Et puis leur laisser le temps, en fait, de se remettre de cet accouchement qui peut être vécu de différentes manières selon les femmes. Et c'est quand même un moment qui a été important, qui a été aussi, comment dire, où le corps a beaucoup travaillé. Et comme tu dis, ça va être du cas par cas, ça va être selon chaque femme. Et c'est tellement précieux, en fait, de prendre ce temps pour le corps de dire là je te laisse le temps de récupérer parce que c'est quand même hyper important et ça c'est vrai que souvent on a tendance parfois à le laisser de côté tout ça alors que pourtant on devrait vraiment se positionner par rapport à ça. Et quand tu rencontres tu vois des mamans ou en fait que ça soit durant la grossesse ou le postpartum, est-ce que les mamans tu ressens qu'elles ont besoin de se confier, de parler des problématiques qu'elles rencontrent? Est-ce qu'elles se sentent seules en fait? Ça peut arriver. Alors aujourd'hui, ça arrive de moins en moins quand même. On sent que il y a un suivi qui est quand même plus important qu'avant en postpartum. Mais il y a quand même certaines femmes, en effet, qui après l'accouchement, on sent qu'elles ont besoin de parler et qu'elles ont surtout besoin d'un moment à elles des fois. C'est vrai que forcément quand elles viennent d'accoucher, on pose aussi beaucoup de questions sur le bébé. C'est un petit peu le bébé qui est la star du moment. Ouais. Mais des fois on a tendance à un petit peu oublier aussi la maman. Le fait de prendre moi mes consultations elles durent 1 heure, donc le fait de prendre 1 heure pour elles, elles sont le centre de l'attention, où on prend soin d'elles, où on les écoute elles. Rien que ça, ça leur fait vraiment du bien. Je pense que c'est important aussi pour les mamans d'avoir ce temps-là après l'accouchement. Ouais, rien que du temps que pour elles, pour leur bien-être et tout. En fait, ça fait un peu comme une séance de massage finalement, parce que quand tu pratiques au quotidien, souvent tu pratiques avec la pulpe de tes doigts, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors après, ça reste quand même des manipulations où on va être donc précise sur une structure ou une autre. Mais ça peut être ressenti comme un moment de bien-être. Et puis quand il y a des douleurs et qu'on les soulage, bien sûr, après, elles se sentent mieux aussi. Carrément. C'est super intéressant tout ce que tu racontes. J'espère vraiment que ça pourra aider de nombreux parents parce que... moi aussi. En plus, t'en parles vraiment avec beaucoup de passion et ça fait vraiment plaisir à entendre. Du coup, pour les parents, est-ce qu'il y a des signes en particulier qui indiquent pour leur enfant que là, ça nécessite une consultation avec l'ostéopathe ? Pour les bébés, donc c'est une période de leur vie où ils sont très très suivis par les pédiatres et les médecins. Donc ça, c'est plutôt cool parce que s'il y a des problèmes en particulier,
Ces professionnels de santé là sont aptes à réorienter vers nous. Donc des fois ça peut être le pédiatre ou le médecin qui dit là vous pourriez consulter un ostéopathe pour tel problème. Donc le plus simple ça reste pour les parents d'en parler avec ces professionnels là. Après, comme je disais tout à l'heure, ils peuvent aussi venir nous voir en première intention. Les signes, c'est assez simple. Ça va être des déformations crâniennes. Après, si l'enfant tourne plus aussi la tête d'un côté ou de l'autre, qu'on sent qu'il n'est pas forcément à l'aise d'un côté. Tous les problèmes digestifs, donc régurgitation, les coliques, tous ces problèmes-là. En fait, il y a pas de signes, il n'y a pas une liste, tu vois, avec des signes précis. En fait, les signes, ça va être un changement brutal chez l'enfant ou des choses comme ça, ou des douleurs. Ouais, quand on sent que le bébé est douloureux, est inconfortable, est pas à l'aise dans certaines positions, ça peut être bien de voir l'ostéopathe. Après, de toute façon, nous, si on voit que la problématique, elle relève pas de l'ostéopathie, et aussi formé à réorienter vers d'autres professionnels de santé, donc vers le kiné, vers le pédiatre, vers le médecin. C'est jamais inutile, on va dire, de consulter un ostéopathe. C'est toujours bénéfique au moins d'essayer, de voir comment ça se passe, si ça correspond et que c'est ok avec soi. Et puis, auquel cas, comme tu dis, en fait, l'important, c'est, si on peut pas maîtriser ça, c'est de réorienter vers des professionnels qui sont agréés pour telle et telle thématique en particulier, quoi. Ouais, exactement. Voilà, on est capable de réorienter vers les bons professionnels de santé si on voit que là, malheureusement, en ostéopathie, on peut rien faire. Voilà. Et justement, je rebondis par rapport à ce que tu disais concernant le développement physique de leur bébé. Donc, tu vois, par rapport à la motricité, le fait de se tourner, parfois ils peuvent être gênés, tu vois, sur pas mal de choses. Est-ce que tu as des conseils que toi tu donnerais aux parents pour justement favoriser ce bon développement pour leur bébé? Pour moi, le conseil le plus important, c'est de stimuler l'enfant. Donc, autant sur le plan psychique, intellectuel que sur le plan moteur. L'enfant, il voit plein de choses, qu'il bouge. On conseille aux parents de laisser l'enfant le plus possible, par exemple, sur les tapis d'éveil, le moins possible dans les cosy, bouger, se retourner librement quand il a l'âge, le mettre sur le ventre plusieurs fois par jour, aussi sous surveillance. Le but, c'est d'interagir vraiment le plus possible avec l'enfant pour favoriser le meilleur développement possible, en fait. Ouais, carrément. C'est vrai que moi, c'est une pratique qui est souvent mise en place en fait au sein des crèches, et c'est ce qu'on remarque, c'est que les enfants ils ont énormément besoin d'être en fait sur le tapis pour en fait découvrir l'environnement qui l'entoure, mais aussi pour au niveau de la motricité grandir, évoluer. Et pareil, tu parlais de stimulation, j'imagine que quand tu parles de stimulation, c'est admettons pour un petit bébé qui commence un peu à s'éveiller, c'est pourquoi pas d'agiter un petit hochet sur les côtés pour favoriser le retournement sur le corps, sur les côtés je veux dire, et en fait commencer aussi à lui proposer, c'est pas lui proposer mais lui favoriser son développement en fait. Ouais, exactement, c'est une période de la vie où les enfants ils apprennent beaucoup de choses et très vite, donc faut profiter de cette période là pour justement stimuler, donc avec des jouets, pareil, stimuler les rotations de tête, donc à gauche et à droite. Donc pareil, on peut prendre un petit jouet, quelque chose qui fait du bruit, et puis lui faire tourner la tête. Le but, c'est vraiment qu'il bouge, qu'il découvre son corps, qu'il découvre aussi ce qu'il peut faire avec son corps. Il voit plein de choses en fait pour que ce soit le plus riche possible pour lui. Ouais, en fait c'est ça. Et même c'est vrai que de nombreux parents parfois sont inquiets. Je pense que ça a dû t'arriver que des parents t'en fassent part, mais tu vois, quand leur enfant en fait a la tête plate, souvent il y a une crainte qui s'installe. Et par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est lié avec le fait qu'ils dorment allongés dans le lit, ou est-ce que c'est parce qu'il manque en fait de stimulation au cours de la journée? Alors ça peut être lié à plein de choses, les déformations crâniennes. Ouais. Des fois c'est lié à la position dans le ventre. D'accord. In utero. Ça peut être lié à ça. Ça peut aussi être lié en effet à la position quand il est bébé. Donc le manque de stimulation peut aussi favoriser les déformations crâniennes. Le fait par exemple qu'il reste en effet dans un cosy toute la journée. Du coup il a la tête appuyée de façon plate en fait sur le cosy. Donc le manque de stimulation peut donner des déformations crâniennes, mais
Il y a aussi plein d'autres causes, dont la position dans le ventre qui peuvent donner ces déformations-là. Le crâne à cet âge-là, il est encore mou. Il y a des sutures. Les sutures, elles sont pas encore solidifiées, elles sont pas encore fermées, on va dire. Donc, il se déforme très vite. Donc, oui, le fait de laisser le bébé trop sur le dos, de pas assez le stimuler, ça peut favoriser ces déformations-là. Mais malheureusement, des fois, ça peut venir aussi d'autres choses. Ouais, bah ça, tu vois, pour le coup, je savais pas que ça pouvait se passer aussi in utero. Moi, je pensais, tu vois, principalement que c'était le fait que, bah, tu vois, comme on disait sur le tapis, de fait toujours rester constamment allongé, ou même dans le transat aussi. Donc en fait, c'est vrai que c'est hyper important. Et pareil pour peut-être que les personnes, tu vois, ça peut paraître flou ce qu'on est en train de dire, mais c'est vrai que tu parlais d'interaction tout à l'heure, mais l'interaction, en fait, ça peut être le fait de parler avec son bébé, le regarder dans les yeux, lui donner en fait de l'importance, en fait le choyer, lui apporter de l'amour par le biais des paroles, ça peut être une caresse, ça peut être... Ouais, exactement. Et les enfants, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à cette période-là, ils comprennent vraiment tout. C'est important, même quand il y a des problèmes, que la maman a des difficultés ou des problèmes, c'est important que la maman en parle à son bébé. Et parce qu'en fait, à cet âge-là, ils comprennent vraiment tout. C'est très très important que la maman communique sur tout à son bébé. Ouais, en fait, qu'elle mette des mots sur ses émotions. Parce que c'est vrai que moi je l'ai beaucoup entendu cette phrase, mais elle est vraiment réelle. C'est les enfants sont des éponges à émotions, et c'est vrai que tout ce qu'on dit pas, en fait, dans le non-verbal va parler plus que le verbal. Et c'est-à-dire qu'une maman ou un papa ou un coparent, en fait, ne va pas dire ce qu'il ressent, mais qui va le faire savoir par le non-verbal. L'enfant va le ressentir. Et ce que tu dis, c'est hyper intéressant, c'est de mettre des mots en fait sur les émotions. Bah, tu vois, là je suis fatiguée, ce n'est pas de ta faute, mais je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, c'est pour ça que je suis un peu plus en colère, un peu plus stressée en ce moment. Et tout ça, en fait, ça va rassurer l'enfant, et ça va aussi permettre par la suite de développer le langage, parce qu'en fait, plus on interagit avec l'enfant, plus en fait ça développe pas mal de choses au niveau cognitif. Ouais, exactement. Et puis, comme tu dis, les enfants, c'est des éponges à émotions, donc même pour eux, peuvent avoir des tensions qui se créent parce que ils sentent qu'ils sont pas dans un environnement rassurant ou calme ou apaisant. Donc c'est vraiment important que la mère, je parle de la mère, mais c'est très important, le père aussi, les deux parents communiquent avec l'enfant et puis leur disent ce qu'ils ressentent. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, l'enfant comprend tout et ressent tout. Ouais, c'est sûr. Et en plus de ça, c'est que c'est riche aussi d'apporter en fait toute stimulation ou alors parole ou alors le toucher auprès de l'enfant, parce que ça va aussi favoriser le lien d'attachement qui est hyper important en fait pour le bébé et ses parents, parce que c'est ça qui va permettre une bonne évolution par la suite. Oui, exactement. Ouais, c'est aussi très important. Ouais, par rapport à tout à l'heure, tu vois, tu parlais des coliques, c'est vraiment des sujets aussi qui reviennent très souvent lorsque les parents consultent, parce qu'ils voient vraiment une douleur pour leur bébé au niveau du ventre. Et justement, est-ce que toi, tu as des petites techniques comme ça qui pourraient aider les parents, sur laquelle ils peuvent pratiquer, tu vois, au quotidien avec leurs enfants, entre les consultations, si jamais, tu vois, il se passe une douleur ou quelque chose d'inconfortable pour bébé? Ouais, il y a plusieurs conseils, donc on donne souvent à la fin des consultations. Donc selon le motif, les conseils sont forcément différents. Par exemple, on disait pour les déformations crâniennes, on conseille de stimuler donc les rotations de tête des deux côtés avec un jouet, par exemple. Après, pour le système digestif, il y a tous les massages qu'on peut voir. On en voit pas mal sur les réseaux sociaux, des petits conseils de massage. Ça marche assez bien. Ouais. Donc le massage du ventre avec les jambes aussi. Des fois, on prend les deux jambes du bébé, on fait des petits cercles. Donc ça aide pour le transit. Ouais. Après, selon les motifs, pour les coliques, si la maman allaite, par exemple, on peut aussi... il me semble qu'il existe des tisanes, par exemple les tisanes aux fenouil, que la maman peut prendre. Et en fait, ça passe dans le lait maternel et ça permet de soulager aussi le bébé de ses coliques. Pas mal de petites choses qu'on peut essayer pour les coliques. Après, le système digestif, à cet âge-là, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il n'est pas mature. Ouais. Donc, des fois, à part attendre qu'il mûrisse, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement.
Mais voilà, c'est des petites choses qu'on peut essayer, des petits conseils. Après, il y en a beaucoup selon les motifs. Donc, je pourrais pas. Il n'y a pas une liste de conseils particuliers. C'est vraiment très différent selon l'enfant, selon le motif. En fait, ça va être propre aussi à chaque consultation quand les parents te reçoivent sur une et même problématique, ou enfin en tout cas quand ils vont te consulter, toi tu pourras les orienter et les conseiller si besoin en fonction de ce qui se passe actuellement par rapport au bébé. Et c'est vrai que les tisanes, pareil, je me posais la question si ça avait des vertus justement pour la maman et pour le bébé, et c'est intéressant que tu le partages parce qu'il y a peut-être des mamans qui nous écoutent et qui aiment bien le thé, la tisane, donc si jamais vous avez envie de tester et nous dire votre avis, on en serait vraiment ravis. Et pour les petits massages pour bébé, tu vois, sur le ventre que tu nous disais tout à l'heure, donc on peut faire avec les jambes relevées et pliées, en fait on fait un peu comme des moulinets. Ouais, exactement. En fait, le but, c'est donc de bien ramener les jambes, les genoux contre la poitrine de l'enfant. Ouais. Et en fait, on fait des mouvements, du coup, avec les jambes et le bassin. Et ça permet de stimuler le transit. Donc, quand il y a des constipations, par exemple, sur ces mouvements-là, peut y avoir des gaz ou le petit peut faire caca pendant cette manœuvre-là. Ouais. Donc, c'est plutôt bon signe, c'est que, justement, ça marche bien. Ça peut soulager l'enfant. Après, il y a aussi toute la partie sur le lait. En changeant de lait, on peut aussi agir sur les régurgitations en mettant des laits un peu plus épais, les intolérances aussi au lactose, aux protéines de lait de vache. Donc voilà, ça peut venir de beaucoup de choses. Donc c'est important d'en discuter avec l'ostéopathe, mais aussi d'en discuter avec le pédiatre. Et puis des fois, il y a aussi des conseillères en allaitement. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Ouais. Donc, des fois, ça peut aussi être bénéfique. C'est bien d'en discuter avec plusieurs professionnels de santé pour avoir plusieurs avis et plusieurs conseils. Ouais, en fait, c'est ça. Comme ça, par rapport à tous les avis qu'on reçoit, on peut facilement se tourner vers celle qui correspond pour soi, pour ce qu'on a envie de prôner avec bébé. Donc, honnêtement, c'est vrai qu'il y a pas mal de professionnels sur lesquels on peut se tourner. Et effectivement, aussi, tu parlais des conseillères en lactation, mais il y a également les consultantes en lactation IBCLC qui sont vraiment formées par rapport à l'accompagnement auprès de l'allaitement et qui sont vraiment une source de soutien et qui rassure aussi beaucoup de mamans durant l'allaitement. Donc je vous invite vraiment à consulter une consultante en lactation si jamais vous ressentez des douleurs durant l'allaitement, parce que c'est vrai qu'on l'évoque très peu, mais un allaitement qui se passe bien, c'est un allaitement qui est sans douleur. On peut ressentir des petits picotements vraiment au début de l'allaitement, mais quand les douleurs elles sont intenses, qu'elles se prolongent, etc., là franchement ça nécessite une consultation, parce que en fait vraiment l'allaitement ça doit vraiment être un moment de bonheur, d'amour entre bébé et maman, et en fait faut pas qu'il y ait la douleur, parce que c'est vraiment ça qui va en fait bloquer la production de lait. En fait on a besoin de l'ocytocine en fait qui est l'hormone du bonheur, de l'amour, et en fait c'est ça qui va permettre l'éjection du lait. Et si en fait le stress ou vraiment la douleur en fait s'instruit dans l'allaitement, en fait il peut y avoir des complications. Et donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont formées, donc comme les consultantes en lactation, qui sont vraiment formidables pour ça. Et franchement, c'est top, parce que je me dis que si on peut accompagner de plus en plus de mamans durant l'allaitement et maintenir ça, franchement, ça serait génial. Ouais, exactement. Ouais, carrément. Du coup, on en avait parlé au début du podcast, mais est-ce qu'il y a un âge en particulier pour les nourrissons pour qu'ils puissent venir te consulter ou pas ? Alors, pas du tout. Moi, le plus jeune nourrisson que j'ai eu, il avait 15 jours. Ah ouais. Donc il n'y a pas d'âge minimum pour venir consulter. On adapte évidemment sa pratique à chaque période et à l'évolution du corps. Donc, chez un nourrisson, par exemple, les os ils sont mous, donc il y a des différences anatomiques tout le long de la croissance aussi, du nourrisson à la personne âgée. Donc on adapte nos techniques et nos mobilisations, nos manipulations. Mais non, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez consulter dès les premiers jours en fait de vie du nourrisson. Il y a des ostéos qui sont en maternité. Surtout sur Paris, ça se développe. Donc, ils voient les enfants assez jeunes, en fait, quand ils sont à la maternité. Ah oui, carrément. En fait, il y a des ostéopathes qui seraient déjà en fait dans des hôpitaux. Oui, dans les maternités à Paris, ça se fait. Alors, je dis à Paris parce que je sais qu'à Paris il y en a. Peut-être que ailleurs dans
Dans la France, il y a aussi, hein, mais je sais qu'à Paris, il y a certaines maternités qui ont mis ça en place. Ouais. D'accord. Et toi, c'est quelque chose qui te plairait ou pas du tout? Pourquoi pas? Alors, j'aime bien travailler avec des bébés. Après, moi, j'aime bien travailler avec tout type d'âge aussi. Ouais. Je ne voudrais pas travailler que avec des bébés. Donc, ça peut être quelque chose qui me plairait en complément, mais je voudrais pas faire que ça de la journée. J'aime bien avoir un peu de tout. C'est justement, je trouve, ce qui fait la richesse du métier aussi. C'est d'avoir des personnes de tout âge, de tout horizon différent, des corps très différents. Donc, j'aimerais pas forcément avoir que des nouveau-nés. Ouais, bien sûr. Après, ça peut se comprendre et c'est vrai qu'on est tous différents et c'est ça aussi qui apporte notre richesse parce que toi, tu es à l'aise avec ça, parce qu'une autre ostéopathe serait plus à l'aise avec ça. Et en fait, au final, c'est comme dans tout métier, on est à l'aise plus ou moins avec certaines choses et d'autres un peu moins et c'est totalement ok. Exactement, ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des contre-indications par rapport aux mamans et aux bébés quand ils viennent te consulter? Alors, il n'y a pas de contre-indication à consulter un ostéopathe. Encore une fois, c'est si l'ostéopathe juge que le cas ne relève pas de son champ de compétences, il renvoie du coup vers un autre professionnel de santé. Mais il n'y a pas de contre-indication. Si la maman a un doute par rapport à sa douleur à elle ou à la douleur de son petit, évidemment, c'est toujours mieux qu'elle voie le médecin avant, qu'elle demande l'avis du médecin. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication à consulter un ostéopathe. Est-ce que tu peux nous partager un moment qui t'a marqué durant une de tes consultations, sans que on rentre dans les détails, mais qui t'a marqué, mais positivement, en fait, par rapport à la personne? Ouais, alors j'en ai un qui me vient en tête. C'est donc un petit bébé de 5 mois, avec des remontées gastriques qui étaient assez importantes. Donc ça le gênait évidemment lui, mais ça impactait aussi beaucoup les parents. Du coup, qui dormaient peu à cause des réveils et qui étaient aussi fatigués de voir leur bébé aussi mal et un peu démuni. En plus des remontées gastriques, le bébé il avait aussi un torticolis, donc une rotation préférentielle de la tête. Il n'arrivait pas à tourner la tête d'un côté. Donc j'ai reçu le bébé en consultation. On a relâché les zones qui du coup étaient en tension. Et puis en parallèle de l'ostéopathie, le pédiatre il a donné aussi des conseils sur l'alimentation. Et j'ai aussi renvoyé le patient donc chez un kiné, travailler du coup les rotations de tête. Et du coup, avec toutes ces consultations, les exercices, les conseils donnés à la mère aussi en dehors des consultations, le bébé il a pu corriger donc sa déformation crânienne et réduire les remontées jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Donc en consultation, on travaille sur le bébé en direct, mais c'est important aussi de se rendre compte qu'on a un impact aussi assez important sur les parents. Indirectement, on les aide aussi beaucoup parce que... En fait, à la fois, tu aides le bébé pour le soulager, mais à la fois, tu offres une écoute bienveillante et un soutien pour les parents qui sont d'autant plus rassurants. Oui. Et puis, on rassure aussi les parents parce que comme le bébé ne peut pas parler, des fois ça peut être aussi un peu frustrant pour les parents parce qu'ils savent pas, leur bébé il pleure tout le temps, ils savent pas comment les soulager, ils savent pas pourquoi il pleure, d'où ça vient. Souvent les parents ils sont fatigués, ils sont anxieux, donc en fait de soigner le bébé ça agit aussi beaucoup sur les parents et sur l'état des parents. C'est important de se rendre compte de ça aussi, c'est un ensemble. Mais voilà, ce cas je le retiens parce que ça montre aussi l'importance de travailler en pluridisciplinarité et que tout seul l'ostéopathie ça soulage pas forcément, mais si on ajoute les conseils du pédiatre, un petit peu de changement sur l'alimentation, des séances de kiné, le fait de travailler tous ensemble, et en fait on arrive à avoir un impact vraiment positif sur les symptômes. Donc c'est ça qui est cool aussi. Ouais, c'est sûr. Et franchement, c'est tellement top d'écouter ta vision des choses parce que c'est rassurant aussi de se dire que tu vas rediriger quand il va y avoir un besoin et de savoir que par la suite, tu vois, ça peut soulager pas mal de bébés qui par la suite en fait vont rassurer des parents parce que on sait que les parents souvent ils sont stressés parce qu'ils entendent les pleurs du bébé, parce qu'ils savent pas, ils se sentent démunis, ils se sentent seuls parce qu'ils savent pas en fait quelle pleurs en fait ça signifie. Est-ce que c'est la faim, est-ce que c'est la douleur, est-ce que c'est le sommeil? En fait, ils sont vite fait perdus et le fait de consulter
consulter, d'avoir un praticien, tu vois, comme toi qui est ostéopathe, quand tu vas rassurer les parents et dire bah voilà, je pense que cette douleur peut être liée à ça, du coup je vous conseille peut-être d'aller voir telle personne, ou alors peut-être que je peux vous recommander de faire ci, ça, mais en fait à la fois tu leur donnes des ailes et tu leur donnes aussi ce moyen de leur apporter du soutien qu'ils ont tellement besoin. Et en fait c'est vraiment une phrase que je répète souvent, mais un enfant qui va bien, c'est avant tout des parents qui vont bien, et je pense aussi que ça va dans les deux sens. Oui, exactement. Ouais, le lien entre les parents et l'enfant, il est pas négligeable, hein. Les deux interagissent, l'état des parents agit beaucoup sur l'état de l'enfant et inversement. Donc en fait, on travaille sur l'enfant, mais on travaille aussi sur les parents indirectement, sur l'ensemble. Bah ouais, en fait, c'est complètement ça. Et tu vois, si t'as des parents qui sont intéressés pour justement te rencontrer à ton cabinet et qu'ils se posent la question à savoir est-ce que les séances, est-ce qu'elles sont remboursées par la mutuelle ou... C'est vrai qu'on en avait parlé, mais je me souviens plus trop exactement de ce que tu as pu me faire part. La sécurité sociale, elle rembourse pas les séances. Par contre, les mutuelles remboursent de plus en plus aujourd'hui. Elles remboursent soit un certain montant par an, soit un certain nombre de séances. C'est intéressant de se renseigner auprès de sa mutuelle avant de prendre rendez-vous, parce que des fois, on peut en effet avoir le droit à des séances gratuites ou moins cher, donc sans le savoir. C'est bien de regarder avec la mutuelle. Souvent c'est dans la case médecine douce, il me semble. Souvent c'est regroupé, donc il y a l'acupuncture, l'ostéopathie, il y a pas mal de pratiques de médecine douce. Donc ça peut être bien de regarder en effet, parce que des fois sans le savoir on a des séances qui peuvent être remboursées. Donc ça permet de venir découvrir l'ostéopathie si on n'a jamais été, ou quand on a besoin. Faut en profiter, ces séances-là. Ces remboursements-là, ils sont mis en place pour ça, donc faut vraiment en profiter. Ah ouais, carrément, je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, sachez que c'est dans la partie médecine douce. Je pense que vous devrez trouver ça sur votre contrat avec la mutuelle. Mais si ça peut vous avantager, si rembourser une petite partie de la consultation, ça peut être intéressant. Du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Et si jamais il y a des personnes qui seraient intéressées pour te rencontrer et découvrir, ou alors faire appel à tes services, comment est-ce qu'on peut te contacter ou bien prendre rendez-vous? Alors pour les rendez-vous, c'est par Doctolib ou par téléphone. Après, pour toute information, questions, renseignements, je reste toujours disponible, surtout sur Instagram. Donc faut pas hésiter à m'envoyer un message. Vous avez des questions ou des demandes sur les séances ou quoi que ce soit. C'est surtout sur Instagram. En tout cas, je vous mettrai toutes les informations de Clémentine dans la barre d'informations si vous souhaitez la contacter. Et puis en tout cas, elle se fera une joie de répondre à toutes vos questions et au plaisir en tout cas de vous rencontrer. Donc merci beaucoup Clémentine d'avoir participé au podcast. J'étais vraiment ravie de t'avoir comme invitée et j'espère que ça aura permis de faire découvrir ton métier qui est ostéopathe et qui pourra aussi rassurer notamment pas mal de parents sur des problématiques liées à la parentalité ou bien pour leur enfant aussi. Donc merci en tout cas de ta présence aujourd'hui. De rien, c'était avec grand plaisir. Et puis faut pas hésiter à se renseigner sur l'ostéopathie, à en parler autour de soi et puis en parler à son médecin, à son pédiatre. Il y a des solutions qui existent et des fois on les connaît pas toujours, donc faut pas hésiter à être curieux, à aller chercher ces réponses-là. Voilà. Exactement. Merci à toi et puis on te souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute et le temps que tu y as consacré. Je t'invite à partager tes questions ou même tes suggestions dans les commentaires. Ton retour est vraiment essentiel pour que je puisse créer du contenu qui résonne avec tes besoins. Si tu souhaites participer à mon prochain épisode, le lien de mon formulaire est disponible dans la barre d'informations de cet épisode. Prends soin de toi et moi je te dis à bientôt dans ma bulle de douceur.